Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jad Ameni, je travaille au ministère de l'économie et des finances et dans ces audios je vous donne des conseils pour réussir votre préparation au concours administratif et j'ai moi-même réussi le concours de ce qui s'appelait précédemment l'ENA et désormais l'INSP, mais également celui de l'Assemblée nationale, donc un concours parlementaire. Et j'ai eu la chance d'ailleurs d'être administrateur à l'Assemblée nationale pendant quelques mois, quelques semaines plutôt. Et aujourd'hui, donc, je suis professeur à Sciences Po et à l'INSP, où j'enseigne le droit public et les finances publiques aux étudiants qui préparent les concours. Et j'ai également lancé un site internet pour vous aider dans vos révisions qui s'appelle lacole.fr et sur lequel vous pourrez vous entraîner rapidement pour atteindre vos objectifs en termes de préparation au concours. Ma conviction, c'est que la réussite au concours n'est pas réservée à une élite qui aurait accès à la bonne information parce qu'elle serait située à Paris ou située dans les meilleures prépas. Et je pense qu'on doit démocratiser. Et je pense que à l'époque d'Internet, on a plein de leviers pour le faire. Et c'est l'objectif de ces audios. On est aujourd'hui le samedi 5 avril 2025 et vous voyez que j'essaie de me doter d'une introduction à ces audios. Donc on devient de plus en plus professionnel. Je pense que la prochaine étape, pardon, c'est d'aller enregistrer tout ça en studio avec des caméras, etc. On est à quelques jours donc du concours du Sénat cette fois. Alors concours que je n'ai pas passé mais qui se rapproche beaucoup du concours de l'Assemblée nationale. Et en parallèle, il y a eu un rapport qui a été publié, qui est le rapport du jury du concours d'administrateur de l'Assemblée nationale qui a été publié il y a quelques jours. Et donc dans cet épisode, j'aimerais principalement vous donner mes conseils pour la préparation de toutes les épreuves de ce concours du Sénat, sachant qu'il y a une nouvelle épreuve, il y a un nouveau format des épreuves, et du coup, il faut savoir s'adapter à ce nouveau format qui est proposé par le Sénat, notamment pour l'épreuve de notes sur dossier qui me semble est un peu plus courte, et puis deux épreuves qui ont un format qui est désormais un peu plus calqué sur celui qui est proposé par l'Assemblée nationale. Mais avant toute chose, je voulais vous parler du concours de l'INSP. Simplement parce que j'avais fait des épisodes de prédiction. Alors j'ai eu plus ou moins de succès sur certaines épreuves, certains sujets. Mais je tenais à mentionner le fait que, voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs encore une fois, mais parmi les sujets premium qui étaient proposés donc dans ma banque de sujets sur le site lacole.fr, qui est un site internet dans lequel vous trouverez des sujets pour vous entraîner en particulier aux questions à réponse courtes. Eh bien, il y a une section premium donc, qui est réservée aux abonnés. Et dans cette banque de sujets premium, il y avait un sujet en particulier qui se rapprochait très fortement de ce qui avait été proposé au concours. Alors j'ai aucune information sur ce qui est proposé par les concepteurs des sujets, mais c'est juste que je me dis que si je conçois un certain nombre de sujets, il y en aura forcément un sur lequel vous serez sûr de tomber. Et du coup, il y en avait un d'eux qui était déjà présent dans la version premium de lacole.fr. Et il y en avait un deuxième pour le concours externe qui s'en rapprochait plus ou moins. Donc on peut dire qu'il y a quasiment 2 tiers des sujets de QRC de cette année qui étaient déjà présents sur le site lacole.fr. Donc c'est juste pour vous dire que en fait cette méthode que je prône, qui est la méthode de l'entraînement intensif pour pouvoir vous préparer au concours, c'est vraiment une méthode qui est super utile. Et aujourd'hui, si vous êtes un étudiant qui est en difficulté, qui a beaucoup de bonne volonté, mais qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour pouvoir performer, qui n'est pas forcément dans la meilleure prépa française pour pouvoir performer au concours administratif, qui a besoin de conseils, qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin qu'on
lui montre comment faire pour devenir meilleur et tout simplement ne pas rester bloqué dans un paradigme où en fait l'accès au concours est réservé aux Parisiens, aux personnes qui ont des parents qui ont été également dans la haute administration, etc. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est de suivre ces audios, suivre cette chaîne, de rejoindre mon site internet et d'écouter les conseils que j'ai à vous procurer sur cette chose. Et voilà, j'espère avoir étudié, enfin aider plutôt les abonnés premium qui se seraient entraînés par le biais de mon site avant le concours. En tout cas, c'était une grande fierté pour moi de voir que tout cela était plutôt dans le ton. Donc je vais renforcer le nombre de sujets disponibles et puis on passera assez rapidement à d'autres matières qui seront disponibles sur ce site internet. L'idée, c'est qu'à terme, ça devienne la plateforme pour préparer ces concours administratifs avec vraiment tous les sujets disponibles sur toutes les matières, etc., etc. Mais bon, ça c'est quelque chose de plus long terme. Je vous rappelle que j'ai un métier à côté de tout cela et que je fais ça sur mon temps libre, entre guillemets. Mais bon, revenons-en à nos moutons. Nos moutons qui traitent aujourd'hui du rapport du jury de l'Assemblée nationale sur le concours d'administrateur 2024, donc concours externe qui a eu lieu l'an dernier. Et bon, c'est un rapport qui est assez ramassé, que j'ai pas lu dans sa totalité, mais que je vais découvrir aussi avec vous, avec 5 épreuves. Une composition qu'on pourrait rapprocher d'un exercice de culture générale, une composition de droit constitutionnel et de sciences politiques, une note de synthèse sur un dossier assez conséquent, une épreuve de questions à réponse courte. Donc si vous voulez vous entraîner à cette épreuve, vous pouvez aller sur lacol.fr. Et puis une épreuve de cas pratique avec 4 matières au choix: droit de l'Union européenne, droit social, droit civil ou droit administratif. Pour ma part, moi j'avais passé ce concours en 2021, j'étais arrivé 3e à ce concours, 2e aux écrits, j'ai perdu une place entre deux, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je pense avoir une certaine légitimité pour vous donner des conseils sur ces concours parlementaires. D'autant plus que, comme je vous le disais, les épreuves du Sénat se sont un peu plus calquées sur ce qui est proposé à l'Assemblée nationale. Et simplement pour mémoire, le Sénat est composé de 4 épreuves à l'admissibilité, une composition donc, de questions contemporaines, de culture G en 5 heures, coefficient 4, une composition de droit constitutionnel en 4 heures, cette fois, coefficient 4 également, une épreuve de questions à réponse courte sur l'économie et les finances publiques en 4 heures également, et enfin une rédaction à partir d'un dossier, d'une note de synthèse et de proposition sur un sujet portant sur le droit administratif ou le droit des collectivités, le droit de l'Union européenne, le droit civil, le droit pénal ou les questions sociales. Donc voilà, et puis après il y aura des épreuves d'admission, mais encore faut-il être admissible. Eh bien, passons sans plus tarder donc à l'analyse de ce rapport de jury de l'Assemblée nationale. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment... voilà, il peut y avoir des moments où je bute un peu sur les mots, il y a des moments où je bug, il y a des moments où les mots ne me viennent pas de manière très fluide. Ce que je vous propose, c'est de m'écouter pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous faites la cuisine, pendant que vous faites vos 10 000 pas, pendant que vous faites du sport. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit vous permettre de lier l'utile à l'agréable en ayant un espèce de bruit de fond qui vous permette d'apprendre des choses en même temps, que vous soyez dans les transports ou dans la rue. Et l'idée, c'est de rentabiliser un petit peu votre temps libre en écoutant des choses qui peuvent vous aider dans votre préparation au concours. Et on va commencer par une petite introduction sur la première épreuve
de ce concours de l'Assemblée nationale, qui est également une épreuve qui est présente au Sénat, à savoir l'épreuve portant sur la science politique et le droit constitutionnel, où en fait c'était une épreuve de droit constitutionnel sur laquelle vous avez à composer. Je prends un coup d'eau et je suis à vous. Ah, ça fait du bien de pouvoir s'hydrater. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être vous raconter un petit peu mon histoire sur cette épreuve de droit constitutionnel. Moi, il faut savoir que j'ai appris l'existence du concours de l'Assemblée nationale, enfin, pas l'existence, mais le fait que ce concours allait être organisé, je l'ai appris au mois de février, donc l'année où je l'ai passé en 2021, pour un concours qui était organisé au mois de mai. Et donc, j'étais assez bon quand même en droit public, mais j'avais pas vraiment de spécialisation particulière en droit constitutionnel. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en 3 mois, j'ai réussi à faire un travail qui m'a permis d'atteindre un niveau qui est un niveau proche euh, de la meilleure copie. Enfin, parce que je crois que j'ai eu 15, un truc comme ça, alors que la meilleure copie avait eu 16 ou 17. Donc c'est vraiment quelque chose dont j'étais assez fier parce que en si peu de temps, j'ai réussi à atteindre un bon niveau pour cette épreuve. Et le secret, enfin, il n'y a pas de secret en fait, c'est juste que je m'entraînais énormément et puis je m'étais bien familiarisé avec cette matière. Mais surtout, j'avais compris quelques trucs pour cette matière, notamment en lisant les rapports de jury. Et je voudrais vous partager ces quelques trucs avant toute chose, avant même de vous donner mon retour sur ce qui est produit cette année par le jury euh, du, du concours de l'an dernier. La première des choses qui, je pense, est importante sur ce concours, notamment sur l'épreuve de droit constitutionnel, c'est vraiment de sortir de l'idée de faire une fiche sur un sujet et d'essayer de réciter son cours, mais vraiment de faire honneur au sujet en le problématisant et en lui consacrant vraiment une réflexion dans son ensemble. Et il faut vraiment se dire que l'idée, c'est que le correcteur puisse mesurer votre capacité à, à vous interroger sur des grands problèmes contemporains en sciences politiques et en droit constitutionnel, parce que en fait, ils recrutent des gens qui ont vocation à passer la plupart de leur carrière entre les murs du Parlement. Et c'est important de pouvoir mesurer que les gens qui seront demain au service du Parlement ont une capacité à prendre du recul, à amener des éléments de réflexion sur ce qu'est le Parlement, sur son rôle aujourd'hui, sur ce qu'est un régime parlementaire, un régime républicain, ce qu'est une séparation des pouvoirs, etc., etc. En fait, ce qu'on veut vraiment mesurer, c'est votre capacité. C'est pas vos compétences techniques à proprement parler, parce que ça, ce sera révélé à travers l'ensemble du concours, mais c'est vraiment votre capacité à prendre de la distance vis-à-vis des questions et à proposer une réflexion sur les sujets. Et l'un des problèmes, et je dirais que c'est le problème fondamental des copies de droit constitutionnel et de sciences politiques, c'est une surfocalisation sur la Ve République et une surfocalisation sur la France. Et en particulier sur des thèmes très attendus du type le fait majoritaire, le parlementarisme rationalisé, etc., etc., sans vraiment qu'il n'y ait de profondeur de réflexion sur la matière en tant que telle, à savoir le droit constitutionnel. C'est une épreuve de droit constitutionnel et de sciences politiques, et pas une épreuve de droit constitutionnel de la Ve République du général de Gaulle, quoi. Et donc, il faut vraiment sortir dans vos copies de
ce cadre où vous seriez bloqué sur juste présenter des connaissances de la Ve République, citer tous les articles que vous connaissez de la Constitution de 58, et ne jamais vous intéresser à la profondeur historique, 2, ne jamais vous intéresser au droit comparé, 3, ne jamais vous intéresser au rôle des juges, le juge constitutionnel, le juge administratif, éventuellement le juge judiciaire, et 4, ne jamais vous intéresser à la pratique des institutions, à savoir la différence qu'il peut y avoir entre ce que dit le droit écrit, ce qu'on pourrait attendre du droit écrit et ce qui se fait dans la pratique. L'épreuve de droit constitutionnel et de sciences politiques, elle vise à montrer que vous maîtrisez bien ce tout qui est vraiment un petit peu le cœur du fonctionnement de l'ensemble des systèmes politiques, à savoir une organisation institutionnelle qui est définie par un texte constitutionnel, de manière générale, même s'il y a des pays qui n'ont pas de texte proprement formalisé, et puis une pratique, à savoir d'un point de vue sociologique, presque sociologique, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut analyser les choses, quels sont les traits d'analyse, de compréhension du monde constitutionnel, de l'organisation des pouvoirs entre les êtres humains qu'on peut essayer de comprendre dans une démarche de comparaison historique, de comparaison géographique, etc., etc. Et l'écueil fondamental qui est fait, en fait, c'est de se focaliser uniquement sur la Ve République en se disant j'ai fait mes fiches sur la 5e et du coup je vais pouvoir performer à ce concours. Je pense que le problème, c'est peut-être que les gens ne préparent pas suffisamment sérieusement ce concours et préparent un petit peu la chose dans le rush en se disant de toute façon c'est un concours qui est assez similaire à celui de l'INSP, à part pour cette épreuve je vais focaliser mes connaissances sur la Ve République parce que c'est quand même l'éléphant au milieu de la pièce et on peut pas se passer d'en parler. Néanmoins, je pense pas que ce soit une bonne stratégie pour ce type de concours. Et au contraire, c'est assez aisé de gagner des points sur ces épreuves. Et donc, je dirais que le principal conseil que je puisse vous donner, c'est mobiliser toute la palette des connaissances possibles de mobiliser sur cette épreuve. Si vous avez des connaissances en sciences politiques, mobilisez-les sur, l'influence des lobbies, sur les théories de séparation des pouvoirs, les théories de l'État, la théorie du gouvernement, des connaissances de sociologie de l'État, de sciences politiques, etc. N'hésitez pas à les mobiliser en mobilisant des auteurs, des philosophes, des connaissances fondamentales sur ce sujet. Et n'hésitez pas également, si vous le pouvez, si vous en avez les connaissances, à mobiliser du droit comparé, que ce soit historiquement ou géographiquement. Ce sera toujours très très valorisé. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai publiée aujourd'hui même sur la chaîne où je corrige une copie qui m'a été envoyée en droit constitutionnel et où on voit bien que la copie a de bons réflexes en termes de droit comparé, etc. Mais il y a aussi des écueils en termes de réflexion et je pense que c'est une bonne chose à aller voir si vous êtes un petit peu perdu sur la méthode à adopter pour cette épreuve de droit constitutionnel. Pour passer sur le rapport du jury, alors le jury était composé, alors je crois que ça doit être donc Agnès Roblot-Troisier, sauf erreur, ça doit être une professeure de droit constitutionnel. Oui, professeur agrégé de droit public à l'université Paris 1 Panthéon. Et Olivier Rosenberg, qui lui est, je crois, cherchant en sciences politiques. Alors, je crois que je connaissais certains de ses travaux, puisque dans mon ancienne vie, je faisais de la recherche en sociologie. Et oui, je crois qu'il avait fait un bouquin sur
sur ouais, les députés français et l'Europe. Ouais. D'ailleurs, c'est pas mal, hein, de lire des bouquins ou de lire des articles sur les différents sujets que vous voyez en, en droit constitutionnel pour essayer de sortir un petit peu de vos seuls manuels et vraiment vous poser pour la réflexion sur des questions qui dépassent un petit peu le seul cadre du juridique, du droit, vraiment vous interroger sur les éléments de sciences politiques. Donc on voit qu'on a un jury qui est composé d'une chercheuse, enfin professeur en droit public, donc plutôt juriste, et d'un professeur chercheur en sciences politiques, donc plutôt profil sciences sociales. Et donc c'est vraiment une épreuve qui marche sur ses deux jambes de ce point de vue-là. Donc enfin voilà, dites-vous que vos correcteurs, ils s'attendent pas uniquement à ce que vous ayez des connaissances en termes de droit constitutionnel, mais également en termes de sciences politiques. Alors, le sujet était gouvernement minoritaire et production législative. Alors, ce que nous dit le jury, c'est que pour le traitement de ce sujet, les expressions gouvernement minoritaire et production législative devaient être soigneusement définies et délimitées. Et que l'une des difficultés du sujet résidait dans le fait que une certaine indétermination de ces notions était mesurable dès lors qu'elles ne constituent pas des notions juridiques consacrées. C'est un point important, le fait que voilà, on vous le rabâche souvent, les profs, etc. Mais le fait qu'il est important de délimiter, de définir les termes du sujet pour pouvoir faire une copie. Et souvent, en fait, c'est de votre partie de définition que vont venir les tensions, parce que la définition, ça vous permet d'identifier ce qui est attendu à première vue d'une notion et ce qui, dans les faits, se matérialise pour cette notion. Et souvent, la problématique, ça va être de s'interroger sur l'écart qu'il peut y avoir entre ce qui est attendu et ce qui se passe dans les faits. Euh, Typiquement, je ne sais pas si vous avez un sujet qui s'appelle l'action publique. euh, si vous définissez l'action publique, oui, c'est l'action de l'État. À ce titre, l'État a plusieurs moyens, des moyens juridiques, etc., etc. On brode dessus. Et puis, on s'interroge de plus en plus sur les questions d'efficacité de l'action publique. Et on se demande, alors que les moyens de l'État augmentent, l'efficacité de son action semble également de plus en plus remise en question. Dès lors, est-ce que l'efficacité de l'action publique passe par une restriction de son champ d'application? Tu sais, c'est un petit exemple comme ça que je vous trouve en improvisant. Mais vous voyez qu'en fait, vraiment le cœur de vos développements, de vos sujets, etc., ça doit être le travail de définition sur ces derniers qui doit vous permettre d'identifier des lignes de force, des traits de problématisation pour pouvoir vous distinguer des autres. Il y a un autre angle d'attaque sur la problématisation qui peut être mobilisé, c'est lorsque vous avez des sujets types, des sujets qui prennent une sorte d'identité remarquable, si je puis dire, pour prendre une comparaison un peu mathématique sur ce point. Et typiquement, c'était le cas à l'Assemblée nationale où le sujet était gouvernement minoritaire et production législative. Quand on a un sujet de type X et Y, souvent ce qu'on va vous demander de regarder, c'est les interactions entre les deux. Donc, comment est-ce que X influence Y, mais également comment est-ce que Y influence X. Et là, en l'occurrence, sur ce sujet, il fallait se demander comment les gouvernements minoritaires influencent la production législative, ou comment ils parviennent à produire de la loi,
Et comment est-ce que la production législative peut influencer les gouvernements minoritaires? Ou comment est-ce que la production législative peut être une occasion de mettre un gouvernement en minorité? Et à partir de là, je pense que vous pouviez construire une forme de problématisation qui vous permette de bien identifier les liens entre l'activité de production normative, de production législative en l'occurrence, et la position du gouvernement majoritaire, minoritaire, etc. etc. Et la première chose que note le jury, c'est que trop peu de copies ont interrogé la pertinence de ces expressions et l'intérêt d'un sujet les associant par la conjonction de coordination. Et c'est exactement ce que je vous dis, à savoir le fait qu'il faut s'intéresser aux interactions dans un sujet où il y a du et surtout ne pas oublier l'interaction de Y vers X. Souvent, on se pose beaucoup la question de X vers Y, mais pas assez la question de Y vers X. Par ailleurs, le jury nous dit, à l'inverse, nombreuses ont été les copies cherchant à énoncer des éléments de cours sur le fait de majoritaire ou le parlementarisme rationalisé de la Ve République. Bon, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. L'idée, c'est pas de réciter son cours et encore moins de réciter son cours sur la Ve République. Et à la différence du gouvernement majoritaire, classiquement étudié, le gouvernement minoritaire n'est pas une notion juridique en tant que telle. Il correspond à une situation de fait. Le gouvernement mis en minorité de manière pérenne ou circonstancielle à l'occasion du vote d'un texte. Et là, le jury vraiment vous donne des clés pour pouvoir à la fois problématiser et définir les termes du sujet. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me poser des questions bêtes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est tout le temps le cas? Est-ce que c'est pas tout le temps le cas? Dans quelle situation c'est le cas? Dans quelle situation c'est pas le cas? Etc., etc. Dans la théorie du régime parlementaire classique, il apparaît comme une anomalie, ce qui donnait tout son intérêt au sujet. En outre, la production législative elle-même peut ponctuellement être à la source d'une mise en minorité du gouvernement incapable de convaincre suffisamment les élus de sa majorité. Et là, vous voyez bien que le jury souligne l'interaction de Y vers X, et donc c'est un élément à bien garder en tête si demain au Sénat vous avez ce type de sujet. Ça peut vraiment vous aider de vous poser ces questions. Et par ailleurs, évitez d'être trop ambitieux dans vos copies. C'est pas grave si votre copie elle fait 8 pages. Hein. Une copie de 8 pages c'est très bien pour une épreuve en 4 heures. Et je dirais que 8 pages c'est quoi? C'est 2 pages par sous-partie. Enfin moins de 2 pages par sous-partie, pardon. Si on compte une intro d'une page et demie, une conclusion d'une demi-page environ, ça fait 2 pages intro-conclusion. Et ça vous laisse 6 pages pour le développement, donc une page et demie par sous-partie, ce qui est amplement suffisant pour faire une bonne, voire une très bonne copie, surtout qu'on sait que c'est produit en 4 heures, donc vous n'avez pas non plus toute la journée pour le faire, donc c'est un point important. Si vous avez l'impression, le sentiment d'être à sec sur un sujet, en fait, vous n'êtes jamais vraiment à sec. C'est juste que vous avez l'impression de ne pas avoir assez d'idées pour aller super loin dans la réflexion, alors qu'en fait, une sous-partie, c'est quoi? C'est 4 idées. C'est 2 idées par sous-partie, donc finalement, ça va très très vite. Donc c'est bien de donner un petit peu moins d'ambition en termes de longueur à vos copies. Et voilà, j'espère que vous en prendrez conscience le jour venu. Le jury nous dit par la suite que le choix du pluriel invitait à ne pas traiter uniquement du gouvernement minoritaire de la 16e législature, mais bien des gouvernements minoritaires en France et à l'étranger, aujourd'hui et hier. Encore une fois, c'est ce que je vous dis. Il faut une analyse historique et de droit comparé, dont l'absence a été pénalisée, nous dit le jury. Et bien sûr,
il fallait évoquer la situation de la France. Enfin, faut pas faire comme si cette situation n'existait pas, mais faites attention à ne pas commencer tous vos copies en parlant de la situation actuelle ou de ce qui se passe actuellement. Il faut au contraire vous distinguer en vous disant je vais prendre un exemple historique pour pouvoir montrer au jury que je sais raisonner sur autre chose que le seul cas français d'aujourd'hui en 2024 pour ce qui était du cas de l'épreuve à l'Assemblée nationale. L'expression production législative ne devait pas être confondue avec celle de procédure législative. La fabrique de la loi, devait être entendue de manière large, comme couvrant l'ensemble des éléments à prendre en considération par un gouvernement pour produire la loi, de l'élaboration du projet jusqu'à sa promulgation, voire l'adoption des mesures d'application de la loi. Ça, c'est un point important qui est un point de définition. Qu'est-ce qu'on entend par la loi ? Est-ce que la loi, c'est ce qui est défini par la Constitution comme étant la loi ? Donc je vous renvoie à l'article 34 de la Constitution. Ou bien est-ce que c'est tous les types de normes, et donc est-ce que quelque part, dès qu'on a une norme qui entre dans le champ de compétences de la loi, est-ce que quelque part c'est pas une forme de production législative, ou du moins de production normative ? Et par ailleurs, comment est-ce qu'on traite les choses qui sont un peu périphériques à la loi, à savoir les éléments d'information à donner au Parlement, les éléments de rapport sur l'efficacité de certaines lois, les décrets d'application, comment est-ce qu'on traite les lois référendaires aussi, ou les lois constitutionnelles, certaines lois qui sont très particulières, comme les lois de finances, etc., etc. En revanche, le sujet ne portait ni sur les raisons qui conduisent à l'apparition d'un gouvernement minoritaire, ni sur les difficultés à constituer un gouvernement face à l'absence de majorité absolue au Parlement. Voilà, ça c'est encore révélateur d'un écueil qui est de se focaliser uniquement sur la Ve République et sur la situation actuelle. Et à ce titre, les développements sur les modes de scrutin, s'ils pouvaient être abordés en introduction ou évoqués à la marge dans les développements, ne devaient pas constituer un objet d'analyse à part entière, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à la production de la loi. Donc attention au hors-sujet sur cette épreuve. De même, la formation des gouvernements, l'investiture, la question de confiance ou la motion de censure n'était pas le cœur du sujet. Donc voilà, c'était pas le cœur du sujet, même si ça pouvait être mentionné, sous l'angle des contraintes et des compromis nécessaires à la production législative. Et voilà, le jury parle de contraintes, de compromis. Ça veut bien dire qu'il y a une attention qui est attendue sur la question de la pratique parlementaire. Et il ne faut pas réduire aussi la Ve République, si vous vous focalisez un petit peu dessus, juste aux faits majoritaires, parce qu'il y a parfois des textes qui sont un peu transpartisans et dans lesquels, pour des questions de société notamment, on parvient à transcender le cadre des partis politiques, le cadre des groupes parlementaires pour pouvoir trouver des majorités. Par ailleurs, faites bien attention aussi à vous interroger sur la chambre de laquelle on parle. Alors là, c'était un sujet Assemblée nationale, donc bien sûr, on vous attend sur l'Assemblée nationale, mais n'hésitez pas aussi à vous interroger sur le Sénat et sa place, parce que la production législative, c'est pas uniquement le Parlement, c'est aussi pas uniquement l'Assemblée nationale, c'est aussi le Sénat. Il faut éviter ce genre de raccourci qui consiste à dire que, comme le Parlement a le dernier mot, comme l'Assemblée nationale a le dernier mot, c'est uniquement sur l'Assemblée nationale qu'il faut focaliser sa copie. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cet élément de méthode, surtout pour ceux qui vont passer le Sénat. Et il n'était donc pas attendu des candidats une description des instruments permettant de faire naître un gouvernement majoritaire, mais bien une réflexion sur les outils tant juridiques que politiques, encore une fois, insister sur la pratique, mis en œuvre pour produire la loi lorsque le gouvernement ne dispose pas d'une majorité ou lorsqu'il risque d'être mis en minorité à l'occasion du vote. Or, trop nombreuses ont été les copies ignorant les outils politiques de nature à faire naître des compromis et ou présentant la force des gouvernements majoritaires plutôt que les faiblesses des gouvernements minoritaires et les moyens de les contourner.
Et tout ça pour vous dire aussi que il aurait peut-être fallu s'interroger sur le fait que c'est pas grave d'avoir la production législative, elle peut aussi elle n'est pas totalement bloquée par le fait qu'on ait un gouvernement minoritaire. Un gouvernement peut être mis en minorité sur un sujet en particulier. Il peut être, je ne sais pas, si on prend une proposition de loi, le gouvernement peut être minoritaire sur cette proposition de loi. Mais comme il y a des oppositions qui se rassemblent, elles parviennent à faire adopter cette proposition de loi. Et du coup, une loi peut être adoptée sans que le gouvernement ne soit fondamentalement pour cette loi. Ou pareil pour un amendement. D'ailleurs, sur la question de la production législative, je pense qu'il fallait aussi s'interroger sur la maille de laquelle on parle. Est-ce qu'on parle de la production législative au niveau de la loi en tant que telle? Est-ce qu'on parle des amendements? Est-ce qu'on parle du moment de la commission? Est-ce qu'on parle du moment de la séance? Etc. etc. quoi. Il faut en outre regretter l'écriture déplorable de certains candidats. Faites super attention à votre écriture. Voilà, c'est un concours où il faut aussi être lisible. Faites bien gaffe à ça, surtout si vous écrivez mal, comme c'était mon cas. Des erreurs grossières d'un point de vue juridique ou plus largement un manque de rigueur juridique et des approximations très problématiques pour des candidats au concours des administrateurs de l'Assemblée nationale. En outre, il est apparu que de nombreux candidats ont des difficultés à structurer leurs pensées dans un plan cohérent et évitant les répétitions. Bon, j'ai passé un peu de temps sur cette épreuve de droit constitutionnel, mais je pense que c'est une des épreuves les plus discriminantes, dans le sens où ça permet de vraiment distinguer les bons candidats des mauvais. Je prends un coup d'eau et je vous donne un dernier conseil. De manière générale, évitez, s'il vous plaît, de calquer la méthode INSP sur cette épreuve de droit constitutionnel. Essayez plutôt de faire une vraie composition où il y a une vraie réflexion, sans forcément qu'il y ait de recommandations opérationnelles derrière. Vous pouvez présenter des pistes de recommandations, des idées, mais l'idée, c'est que vous vous positionnez en tant qu'administrateur, et l'administrateur, en général, il est un peu en retrait par rapport à tout ça. Il peut avoir ses idées, ses convictions, et on peut lui demander de prendre position. Enfin, si un député demande, il faut le faire. Néanmoins, en général, on attend de lui qu'il soit simplement en mesure de proposer une réflexion et pas totalement obnubilé par le fait de recommander des choses, comme si vous formuliez une note ministre. Présentez plutôt les choses de manière distanciée en disant aujourd'hui les débats contemporains s'orientent plutôt vers tel truc ou tel truc, et ça vous permettra d'avoir une copie qui soit en cohérence avec les canons de cette épreuve. La deuxième épreuve, donc, est une épreuve de composition portant sur les problèmes économiques, politiques internationaux et sociaux du monde contemporain. Et le sujet était commémorer quelle utilité. Alors, je ne vais pas revenir sur les éléments de méthode parce que pour moi, ils sont assez similaires à ceux de la composition en droit constitutionnel, dans le sens où on attend de vous que vous soyez en mesure de proposer une réflexion qui parte d'une définition claire des termes du sujet, qui est de la profondeur historique et pas uniquement une forme de réaction à l'actualité, et qui éventuellement est aussi une forme d'éclectisme dans les références, qui peuvent être des références politiques, des références culturelles, de littérature, de cinéma, de musique, d'opéra, de théâtre, d'art vivant, de peinture, etc.
Euh, mais également des références un peu plus scientifiques, que ce soit donc en économie, en sciences politiques, en sociologie, etc. Voire même en sciences dures, entre guillemets, parfois ça peut être bienvenu. Euh, donc, enfin, c'est vraiment l'éclectisme qui est valorisé. Euh, et je dirais que ce qu'il faut à tout prix, c'est éviter de tomber dans le plan type, même si souvent les plans types fonctionnent bien, mais éviter de tomber dans la caricature du type de tout temps les hommes euh, ont commémoré, mais aujourd'hui on s'interroge sur l'utilité de ce truc parce que voilà. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et il y a Trump et il y a la guerre en Ukraine et du coup, ben et il y a une crise des finances publiques et du coup, ben ça montre que c'est compliqué la vie et donc pour ça, il faut prendre des mesures et souvent les mesures que vous prenez dans vos questions contemporaines, c'est il faut renforcer les politiques d'éducation. Et pour ça, il faut que les valeurs républicaines soient réaffirmées avec force et vigueur, etc. Comme si ça allait tout résoudre, quoi. Euh, non, ce qu'on attend de vous, en fait, c'est vraiment une réflexion sur le sujet, sur ces termes, une prise de position également, et puis vraiment il faut que le correcteur puisse vous rencontrer à travers votre production et que vous montriez que vous avez réfléchi et que vous n'êtes pas en train de calquer un plan type, de calquer des références que vous ne maîtrisez pas ou de calquer des idées qui sont juste de la récitation de cours. En fait, c'est pas un... Enfin, c'est comme si vous alliez dans un restaurant et que il vous servait un plat tout préparé fait qui a été cherché chez Métro. On se dit moi c'est pas super bon au goût. On préfère un truc qui peut-être est un peu moins élaboré, un peu moins euh, audacieux, mais qui est bon parce que c'est fait avec le cœur, c'est fait par des vrais gens derrière, c'est authentique plutôt qu'une copie et donc un plat qui est fait qui est du réchauffé et qui serait quelque chose que vous auriez préparé euh, en vous en apprenant par cœur des éléments de certains manuels. C'est pas du tout l'idée de cette épreuve. Et par ailleurs, pour ce qui est des concours parlementaires, on attend quand même de vous comme je vous le disais pour le droit constitutionnel, de pas forcément faire des recommandations trop opérationnelles, mais plutôt voilà, faire des sortes euh, de perspectives, enfin de dresser un petit peu des perspectives sur ce qui est en train de se passer et ce qui pourrait advenir à l'avenir, et de vous interroger aussi sur la place du Parlement. Et là, sur commémorer quelle utilité, ben, une copie qui mentionnerait pas les lois mémorielles, par exemple, ce serait une copie qui passerait à côté euh, d'un point important du sujet. Quelle place du Parlement dans le sujet dont il est question? C'est souvent une question qu'il faut vous poser sur ce type de sujet. Quelle est la place du Parlement sur le sujet qui se pose à nous? Euh, Commémorer quelle est l'utilité, ben, quelle est la place du Parlement? Ça peut vous aider à structurer votre réflexion et à faire votre problématique. Alors, le jury, qui était composé de Jean-Laurent Lastel. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais je vais regarder tout de suite qui est cette personne. Diplômé de Sciences Po Paris, ancien élève de l'ENA. Euh, il est délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Tiens, il a fait un bouquin qui s'appelle le 50 pépites de culture générale. Donc je suppose que c'est un profil un peu culture G euh, qui, euh, euh, qui voilà, est un haut fonctionnaire mais qui a un intérêt
pour les éléments de culture générale. Donc, de ce point de vue-là, pas trop de surprises. Et Madame Marie-Bénédicte Vincent est-elle historienne et universitaire française et professeure d'histoire contemporaine. Et qu'a-t-elle publié? Euh, euh, L'argent de l'école, Marc Bloch, évaluer l'éducation artistique et culturelle. Ok, bon. Et du coup, donc plutôt spécialisé sur l'éducation. Ah, ses sujets de recherche sur sa page Wikipédia portent sur l'histoire politique, sociale et culturelle de l'Allemagne des 19e et 20e siècles. D'accord. Et puis, ok, ses ouvrages, Serviteurs de l'État, les élites administratives en Prusse, Histoire de la société allemande, Une nouvelle histoire de l'Allemagne. Aucune idée de ce que c'est. Kaltenbrunner, le successeur de Heydrich. Pas de quoi il s'agit. Vive et construire l'Europe à l'échelle territoriale de 1945 à nos jours. La dénazification. Aristocratie européenne et césure de la Grande Guerre. Ok. Donc un profil plutôt historien, hein, ce qui vous montre bien que il est attendu de vous de mobiliser des références aussi historiques. Et du coup, voyons sans plus tarder ce que nous demande ce jury, enfin les éléments de retour de ce jury. Le sujet évidemment inspiré par l'actualité, panthéonisation des Manoukians, 80e anniversaire du débarquement, etc. Invité à s'interroger sur les évolutions des fonctions attribuées aux commémorations publiques, et ce à différentes échelles, municipales, nationales, européennes, voire mondiales, et sur leurs enjeux encore aujourd'hui. Nombreuses ont été les copies à avoir donné avec élégance une profondeur historique et philosophique au sujet en remontant à l'Antiquité sans perdre de vue l'objectif qui était de réfléchir surtout sur notre présent. Très bien. Toutefois, le sujet devait au préalable être défini, c'est ce que je vous disais, il ne s'agissait ni d'un sujet sur la mémoire collective en général, ni sur le devoir de mémoire en particulier. Voilà, c'est ce que je vous disais, à savoir éviter de faire du réchauffé sur ce type de sujet, rentrez vraiment dans le sujet. Euh, Montrez au correcteur que vous vous interrogez sur les termes du sujet. Et la petite astuce que je peux vous donner sur ce truc, c'est essayer de faire des clins d'œil au correcteur en disant euh, le sujet commémorer quelle utilité, ce n'est pas s'interroger sur le devoir de mémoire ou la mémoire collective. C'est vraiment s'interroger sur l'acte de commémorer, l'action de commémorer, et pas sur un concept un peu plus abstrait de devoir de mémoire. Euh, il ne convenait pas non plus de traiter de tous les rites collectifs. La commémoration comme acte politique devait être placée au centre d'une réflexion, cherchant à dégager les fonctions et le sens donnés à cette pratique évolutive, tout comme sa réception dans les sociétés, sans esquiver les débats de la période la plus contemporaine. Donc vraiment une interrogation sur les termes du sujet, s'interroger sur les verbes d'action. Quand on vous demande quelle utilité, interrogez-vous aussi sur la notion de l'utilité. C'est quoi l'utilité? Les copies qui mettaient en perspective le XXIe siècle grâce à des références précises, historiques, culturelles ou philosophiques, ont été appréciées à condition que ces références ne soient pas superfétatoires mais servent un raisonnement révélant des qualités de réflexion personnelle. Super important ça aussi. Votre raisonnement il faut éviter le référence dropping. Il faut que vos références elles soient au service de vos idées. Et là, vraiment, je vous invite à aller voir la copie que j'ai corrigée en droit constitutionnel aujourd'hui. euh, qui, alors, j'ai fait un titre un peu putaclic qui s'appelle Cette copie me met une droite, deux points d'interrogation. Euh, euh, Parce que, voilà. Me met une droite ou me met une claque? Me met une claque. Parce que voilà, je trouvais ça marrant. Et puis je me suis généré une petite image de moi sur cette copie.
Ouais, c'est assez rigolo. Euh, je l'ai fait avec ChatGPT. Bon, voilà, je digresse un peu, mais bon, il faut bien rigoler et pas être tout le temps trop sérieux. Quand j'étais en préfecture, j'avais un préfet qui me disait on fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et c'est vrai que c'est un bon mode de pensée, un bon mode de raisonnement. Euh, donc, euh, donc oui. Que voulais-je vous dire? Oui, donc allez voir cette copie pour bien distinguer la notion d'idée de la notion de connaissance et pour essayer d'être le plus possible euh, 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 dans la mobilisation de connaissances au service de vos idées et pas uniquement mobilisation d'idées de manière un peu sèche. C'est un peu comme la métaphore de la cuisine hein, que je prenais tout à l'heure. Si il y a des... enfin, je sais pas, si vous êtes en train de manger des sushis et que on vous sert à côté des frites, bah, les sushis c'est très bon, hein. Enfin, moi j'aime bien, même si je trouve que c'est un peu surcoté. Ça va pas trop avec les frites, et même si j'aime bien les frites, d'ailleurs je sais pas si je préfère les sushis ou les frites, euh, j'ai quand même ma petite idée, mais, euh, ouais, en fait il faut pas servir à son correcteur des choses qui sont pas en lien avec le schmilblick, comme dirait l'autre. Voilà, essayer de vraiment euh, gagner en concision en mobilisant uniquement les idées et les connaissances qui sont nécessaires et pas uniquement ceux qui sont celles qui ne servent pas votre propos. Ainsi, certaines références automatiques et stéréotypées, Tocqueville, Renan, n'apportaient rien si elles n'étaient pas mises en rapport avec une problématique préalablement définie, différente de l'intitulé du sujet. Celui-ci, enfin voilà, là je vous renvoie vraiment à la copie que j'ai corrigée aujourd'hui. Celui-ci, sans être difficile a priori, a pu s'avérer discriminant compte tenu des nombreux hors-sujets rencontrés, à l'instar de certains passages sur la désinformation et les nouvelles technologies aujourd'hui. Mais non, que vous disais-je en introduction? Oh là là. Enfin, en fait, parfois vous êtes vraiment des stéréotypes quand vous faites des copies. C'est-à-dire que vous allez nous parler de sujets qui n'ont aucun lien avec le sujet qui vous est posé. Euh, voilà. Certaines erreurs ont été étonnamment récurrentes. Ainsi, le 14 juillet ne commémore pas la prise de la Bastille. Oui, enfin, je sais pas pourquoi il parlait enfin, pourquoi les copies parlaient du 14 juillet. Enfin, euh, pourquoi le 14 juillet était... Enfin... hmm, ouais. Euh, ok, bon. Et à l'inverse, les exemples choisis à l'étranger ont été très appréciés. Oui, ben c'est bien. C'est bien de mentionner des exemples étrangers, ce que je vous disais encore une fois. Sur le plan formel, la quasi-totalité des copies ont argumenté selon un plan en deux parties, mais quelques plans en trois parties ont été très réussis. Ben voilà, si vous pensez que ça peut marcher, n'hésitez pas, hein, ne vous interdisez pas ce genre de réflexion. Des copies comportaient en moyenne 12 pages, c'est beaucoup. Principaux défauts ont été la longueur excessive des introductions, il est inopportun d'aller au-delà de 2 pages, et la brièveté des conclusions qui se bornaient à répéter pour une énième fois le plan suivi. Les copies à l'orthographe défectueuse ont été sanctionnées pour cette raison, oui, c'est normal. Par ailleurs, l'orthographe erronée, aïe aïe aïe, d'auteurs ou de personnages historiques connus, Stéphane Zweig, Misak Manoukian, a pu pénaliser des copies par ailleurs bien menées. Enfin, le jury rappelle qu'il est inutile de souligner les noms d'auteurs, à l'inverse des titres des œuvres citées, et de faire apparaître les titres numérotés des parties et sous-parties. Bon, ça c'est la maison qui décide de ses règles. Écoutez, moi je vais, enfin si je corrige une copie, je vais pas sanctionner le fait de faire apparaître le titre ou pas, ou de souligner le nom de l'auteur. Enfin, pour moi c'est, enfin, je vois.
aucune raison légitime de se dire que on va possiblement interdire à quelqu'un de rejoindre l'administration tout simplement parce qu'il n'aurait pas souligné le titre ou tout simplement parce qu'il aurait mis le 1A entre parenthèses. Enfin, pour moi, c'est pas légitime, quoi. C'est la forme pure et dure. Pour l'orthographe, c'est totalement légitime. Pour la longueur des copies, c'est totalement légitime parce que ça montre que vous ne savez pas être concis dans vos propos. En revanche, pour est-ce qu'on souligne, est-ce qu'on fait un plan apparent ou pas, honnêtement, pour moi, c'est pas du tout légitime. Même si on me dira oui, mais il faut rentrer dans les canons de l'épreuve, etc. Écoutez, ces canons, ils sont définis nulle part. Il y a nulle part un code de la rédaction des copies. Donc, pour moi, c'est pas super pertinent. Au total, les copies ont néanmoins été jugées de qualité satisfaisante dans l'ensemble. La moyenne de l'épreuve se situe à 10,82 et la médiane à 11, avec un écart type de 2,73. Un quart des copies a obtenu une note de 13 ou plus, un autre quart moins de 9,4. Les notes allaient de 0 à 18, signe que le jury n'a pas hésité à valoriser les copies brillantes, nourries et stimulantes. Bah écoutez, c'est très bien. Et puis c'est très bien. Troisième épreuve, donc qui a été l'épreuve de questions à réponse courte. Et encore une fois, si vous voulez vous entraîner à cette épreuve, je vous recommande d'aller sur le site lacole.fr où vous trouverez des sujets d'anal notamment sur cette épreuve. Alors pour moi, c'est une épreuve qui est à peu près similaire à ce qui est attendu de l'épreuve dans l'épreuve de QRC à l'INSP. La seule différence, je dirais, c'est que la composition, elle ne porte pas uniquement sur les finances publiques, mais aussi sur l'économie. D'ailleurs, c'est corrigé par, je crois qu'il y a un des deux, donc il y a Mehdi Djebari, qui est correcteur. Donc on va regarder qui est-il. Donc conseiller référendaire à la Cour des comptes. Peut-être que c'est plutôt en lien avec le... Enfin, c'est plutôt la personne qui a pardon, le lien avec les finances publiques le plus direct, hein, s'il est à la Cour des comptes. Donc voilà, de ce point de vue-là. Et par ailleurs, c'était corrigé par monsieur Pierre Sixic, qui je crois est un économiste. Ouais, économiste à l'école d'économie de... Ah non, à la Paris School of Economics. Et quels sont ses travaux Est-ce que je peux trouver ça assez rapidement? Ah non, il est économiste à la Banque de France. Ouais, donc récente hausse du taux d'emploi, les agents privés non financiers, les crises, le solde extérieur, ouais. Je crois que c'est un truc qu'il aime bien, hein. Les questions de solde, etc. Leçon historique des fortes augmentations de la dette publique. Bon. Après, je crois qu'il n'est pas... Enfin, je suis pas certain qu'il soit correcteur aussi au sein du concours du Sénat. Et je vais juste regarder les sujets qui étaient proposés. Administrateur, Assemblée nationale. Hop. Parce que je les ai plus en tête. Concours. Concours terminé. Hop. Ne vous en faites pas, je vais trouver. Et l'épreuve portant sur l'économie et les finances publiques, c'était quoi les questions? Alors là, c'est là. Ah, voilà. Ouais, j'étais sur les meilleures copies. Et moi, ce que je veux, c'est pas ça. C'est... Ah, est-ce que ce serait pas ça? QRC, tiens, c'est ça. Ok. Et chaque question est notée sur 5 points.
La première question, c'était distinguer les effets de la récente inflation sur les différents types de ménages en France et en Europe. Ok. 2. Décrivez puis expliquez la différence entre les évolutions de dispersion des salaires nets et des coûts salariaux en France à l'aide des graphiques ci-dessous et des modifications de cotisations sociales que vous connaissez. Ok. Quels sont le coût, l'efficacité et les limites des dépenses fiscales en France, d'accord? Qu'apporte le compte général de l'État annexé au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, à l'analyse de la situation des finances publiques. Ouh là là, mes pauvres, vous n'avez pas été gâtés par les sujets. Ils se sont vraiment fait plaisir. Non, mais ce que je voulais vous dire sur cette épreuve, c'est que c'est une épreuve un peu plus économique que l'épreuve de QRC de l'INSP, parce que du coup, il n'y a pas d'épreuve d'économie à l'Assemblée nationale, et donc pour le Sénat, il faut s'attendre à ce que vous ayez aussi cette vocation peut-être un peu plus économique à ces épreuves. Et donc, je vous invite à vraiment vous baquer en économie, à ne pas hésiter à traiter vos questions, y compris les questions de finances publiques, avec une approche économique quand c'est possible. Mais voilà, il n'y a pas de secret. Pour moi, c'est une épreuve sur laquelle, en fait, le seul moyen de progresser, c'est de s'entraîner régulièrement, et c'est pour ça que j'ai lancé un site internet dessus. Il faut par ailleurs également bien connaître les dispositifs économiques, bien connaître les chiffrages, bien connaître la théorie économique sans pour autant tomber dans une copie qui serait une copie qui fait des équations. Et il y a un côté épreuve de vitesse. euh, Dans le sens où vous avez peu de temps pour beaucoup de questions, et donc il faut un petit peu rationaliser ses compétences et vraiment aller à l'essentiel. L'idée sur ces épreuves, c'est pas forcément de briller, mais de limiter la casse et d'essayer de gratter le maximum de points possible pour chaque question. En général, vous avez 4 questions notées sur 5. Si vous sentez que vous êtes short sur une question, que vous n'avez pas trop de connaissances, essayez quand même de produire quelque chose, parce que c'est quand même 5 points. C'est très difficile pour un correcteur de mettre 0. Il y a toujours des points à gratter, donc essayez d'aller taper 2, 2,5 sur une épreuve entière. C'est pas grave si vous ne prenez pas tous les points pour chaque question, mais au moins essayez de gratter des points sur chaque question. Et voyons ce que nous dit ce rapport du jury, mais avant toute chose, je prends un coup d'eau. Le sujet était composé de 4 questions d'égal coefficient, comme en 2019 et en 2021. Les notes obtenues donc entre 0 et 15. Le mode est à 6, qui reflète la préférence des correcteurs de ne pas éliminer trop de candidats. Il y a plus de copies notées strictement sous 6 qu'en 2021 et moins de copies au-dessus de 12. Du point de vue de formel, l'orthographe est le plus souvent impeccable, mais il est trop fréquent que l'intitulé de la question ne soit pas rappelé. Bon, rappelez l'intitulé de la question, ça coûte rien. Et c'est vrai que c'est plus utile. Ça facilite un peu le travail du correcteur. Les candidats se sont bien trop souvent livrés à des dissertations et non à des réponses courtes. C'est un peu l'idée de ces réponses courtes. Faites court, soyez concis. Il serait utile d'indiquer lors du prochain concours une limite dans la taille des réponses. Ah oui, ça n'a pas été le cas. Il y a eu un peu un quiproquo de ce point de vue-là l'an dernier à l'Assemblée nationale, ce qui éviterait de plus le gaspillage de mots avec des citations d'auteurs souvent inadaptés. D'accord, ok. Bon, ça c'était sur la forme. L'argumentation d'ensemble est souvent pauvre. Par exemple, sur la première question sur les effets de l'inflation sur les ménages dans les pays européens, il est souvent indiqué que le bouclier tarifaire est une spécificité française en termes budgétaires, sans faire le lien avec les effets bien plus modérés de l'inflation sur les ménages à faible revenu, dont la consommation est plus concentrée sur les produits sensibles à ce bouclier. D'accord, bon. Éléments souvent de problématisation qui sont à prendre en compte. Éléments aussi de présentation des différents mécanismes économiques, donc ne pas hésiter à présenter ces mécanismes dans vos copies. La lecture simple des graphiques est difficile. Les courbes d'évolution de 67
à 2015 de la part des cotisations sociales dans le coût du travail ne donne pas assez lieu à des remarques sur la progression ancienne et trop souvent à des commentaires sur la transformation du CICE en allègement de cotisation. Ok. Bon, en fait, c'est des épreuves où votre résultat sera souvent très dépendant de vos connaissances, hein. Et c'est pour ça que je vous recommande de vous entraîner régulièrement parce que au moins vous êtes sûr si là vous commencez votre préparation et que c'est l'an prochain que vous allez préparer un concours, passer un concours, et que vous faites un sujet par jour grâce à lacole.fr euh, et que vous faites du coup jusqu'à la fin de l'année au moins 300 sujets, je peux vous garantir qu'il y en aura au moins un, deux, voire trois que vous aurez déjà fait et ce sera bien ancré dans votre cerveau et ce sera un moyen pour vous de bien mettre en évidence, de mettre en valeur vos connaissances et de savoir ce qui peut être dit ou non dit sur un sujet. Le traitement de la question relative aux dépenses fiscales montre une connaissance correcte de la nature de ces dispositifs, mais seule une moitié des copies se distinguent par une définition juridique et des chiffrages véritablement précis les concernant, alors que la commande était explicitement limitée aux coûts, aux résultats et aux limites des dépenses fiscales. La quasi-totalité des copies s'était forcée de proposer des pistes d'amélioration, voire de réforme. Ces passages formellement hors sujet ont été préjudiciables à la qualité globale de la réponse car ils limitent l'espace disponible pour traiter les aspects appelés par la question, tout en conduisant les candidats à formuler des recommandations souvent peu pertinentes, voire contraires au droit fiscal. Alors, pour rappel, le sujet, c'était quels sont le coût de l'efficacité et les limites des dépenses fiscales en France. Bon, là, c'est peut-être que les candidats ont un peu trop calqué leur réponse sur une réponse de type INSP où on attend de vous de proposer des recommandations. Encore une fois, comme je vous le dis, c'est peut-être un petit peu moins la philosophie de l'épreuve des épreuves de manière générale à l'Assemblée nationale. Et enfin, donc sur la dernière question, la plupart des candidats n'ont pas été en mesure de traiter la question relative au compte général de l'État, d'en proposer une définition simple ou d'en rappeler sommairement l'apport pour la vision des finances publiques. De nombreuses copies présentent une réponse longue de plusieurs pages malgré l'absence de toute connaissance concernant le sujet. Seule une minorité de candidats est en mesure d'indiquer que le compte général présente la situation patrimoniale de l'État. Les candidats ont ainsi présenté un niveau de connaissance nettement insuffisant concernant ce document, pourtant annexé chaque année au projet de loi de règlement et d'approbation des comptes soumis à l'examen de l'Assemblée nationale. D'accord, ok, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas le sujet qu'on évoque le plus, et même dans le débat public, qui a une connaissance du compte général de l'État, de son utilité, etc. C'est vrai que cette question de la connaissance financière de l'État d'un point de vue patrimonial, elle est un peu moins connue parce que elle fait moins l'objet d'une attention dans le débat public et au-delà de ça, je pense que c'est aussi révélateur du fait que la loi de règlement elle est discutée, etc. Mais le fait qu'on la rejette depuis 2 voire 3 ans, c'est pas forcément, ça émeut personne. D'ailleurs, ça pourrait être un bon sujet, hein. Les lois de règlement sont-elles utiles? Je vous dis ça au passage, hein. Tout dépend de comment on définit l'utilité. Mais voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur ces éléments de rapport. Si ce n'est essayer de faire des réponses courtes, concises, qui aillent droit au but et qui répondent bien à la question. Il faut bien répondre aux questions, surtout en QRC où là, en fait, il ne faut pas s'échapper par rapport au sujet. Il y a heureusement quelques bonnes copies qui se distinguent par une lecture appropriée de graphiques, des connaissances complètes en matière de finances publiques et une capacité à répondre aux questions posées sans y ajouter des propositions de réforme qui n'étaient pas demandées. Voilà, les choses sont claires au moins, et je pense que l'esprit au Sénat, c'est à peu près la même chose. Note de synthèse à partir d'un dossier se rapportant à des problèmes juridiques. Donc, épreuve proposée par Thomas Hochmann. Alors, de mémoire, Thomas Hochmann, c'est un administrateur de l'Assemblée nationale. Non. Ah non, c'est un juriste, professeur,
Professeur de droit, d'accord. Ok. Tiens, il a fait des podcasts. Écoutez ces podcasts une fois que vous aurez fini d'écouter cet audio. Et Marianne Briex. Marianne Briex qui est chef du département recrutement et accompagnement des parcours au Conseil d'État. Ok. Écoutez, je ne savais pas. Donc, promotion Churchill de l'ENA, TA de Caen, tribunal administratif. Donc, oui, plutôt un profil juridique, mais un peu plus opérationnel que le profil de Thomas Huschmann, qui est plutôt donc un profil d'universitaire. Et donc le sujet c'est, vous êtes administrateur à l'Assemblée nationale, il vous est demandé à partir des documents de préparer une note synthétisant les questions juridiques posées par la dématérialisation de certaines procédures administratives en mettant en évidence le raisonnement du juge en lien avec la question de l'accès au service public. Alors, en fait là, l'idée c'est vraiment de faire une note de synthèse et pas vraiment une note opérationnelle de proposition. L'idée c'est... vous êtes en situation, vous avez un député qui s'interroge sur un dispositif juridique. Bon, tout dépend de la commande, mais si vous transposez à la situation de l'administration, en fait, on vous demande un petit peu de faire le point sur certains éléments de droit, sur un point de droit en particulier. Et l'idée, c'est vraiment d'en rendre compte de manière assez plate finalement. Pas plate dans le sens où on attend de vous que vous présentiez les choses en mode petit 1, petit 2, petit 3, un peu en mode chat GPT. Il faut quand même que ce soit qu'il y ait de la réflexion dans l'organisation des idées, etc. Néanmoins, essayer de présenter les choses sans forcément trop prendre position. Le tout, c'est vraiment de bien rendre compte de la jurisprudence, du cadre juridique en place, de la loi, de la Constitution, des normes qui encadrent le problème dont il est question, et à partir de ça, proposer une note qui en rende compte de manière synthétique et concise. Les preuves sur dossier portaient sur les questions juridiques soulevées par la dématérialisation de certaines procédures administratives. Il était demandé aux candidats de préparer une note de synthèse en insistant sur la question de l'accès au service public. Un niveau tout à fait correct, avec une médiane à 10,5 et une meilleure copie à 15,5, et beaucoup révélé une lecture attentive du dossier et un certain bagage en matière de droit. La grande majorité des candidats connaissaient l'exercice et étaient préparés. Seule une très petite minorité était vraiment loin des canons de celui-ci, d'accord. Quelques-uns, toutefois, ont réalisé une sorte de synthèse sur un problème administratif, présentant sur un pilier d'égalité des aspects juridiques, administratifs, pratiques ou sociologiques de la question. Ok. Plutôt qu'une synthèse sur un problème juridique. Oui, ce que je vous dis, c'est un problème juridique dont il faut rendre compte. Vous êtes vraiment technicien du droit et vous êtes vraiment dans la perspective où voilà, vous avez un problème de droit et on vous demande d'un point de vue juridique d'en rendre compte. Un peu comme si vous prépariez une note dans le cadre d'un contentieux, une note juridique où vous êtes en DAGE et on vous demande un problème juridique, ou bien vous êtes au Conseil d'État, vous avez un contentieux devant vous, ou bien un projet de loi qui vous est présenté, vous êtes en fonction administrative et on vous demande de rendre compte de tout ça. Or, il s'agit bien d'une synthèse sur un problème juridique. C'est d'égard la décision du Conseil d'État du 3 juin 2022 était centrale puisqu'elle fixait la jurisprudence en matière d'examen de l'accessibilité d'un service dématérialisé tout en ne s'opposant pas par principe à un service qui serait totalement dématérialisé. Elle impose à l'administration de prendre en considération le public visé, cette considération pouvant rendre nécessaire dans certains cas une solution d'accompagnement dans les démarches en ligne, voire une solution de substitution à ces mêmes démarches. Il en allait ainsi au cas d'espèce du public des étrangers qui sollicitent un titre de séjour, mais pas des étudiants de master dans une espère ultérieure, je sais pas ce que c'est, je vous avoue, dans laquelle il a été fait application de cette jurisprudence pour dire précisément qu'il n'avait pas besoin
d'accompagnement de solutions de substitution pour s'inscrire en ligne à un master. Certaines copies sont passées à côté de cette avancée jurisprudentielle noyée parmi d'autres décisions. Ouais. Bon, l'enjeu aussi, c'est de bien distinguer les décisions importantes des décisions pas très importantes. En même temps, on attendait que les candidats repèrent en diachronie les constantes du raisonnement du juge. Compétence du pouvoir réglementaire, accès normal au service public, principe d'égalité, et l'articule avec le raisonnement du juge européen. Oui, c'est bien, c'est important. Sensible aux conditions de l'accès, aux conditions de l'accès effectif au droit, notion de proportionnalité de l'atteinte à cet accès, et dont le raisonnement recoupe en partie, en des termes différents, celui du juge français. On attendait également que les candidats l'articulent habilement avec celui du défenseur des droits, notamment. Voilà. Toute la difficulté, c'est vraiment de proposer une articulation cohérente dans ces copies entre les différents niveaux de normes, les différents juges. Voilà. Les copies qui sortaient du lot étaient plus précises, plus exactes, plus exhaustives, mieux écrites et présentées et portées par un plan vigoureux. Les moins bien notés présentaient les caractéristiques opposées, imprécision, inexactitude, langue malmenée, présentation laissant à désirer, plan illisible, artificiel ou incohérent. Sur un plan formel, rares sont les copies qui n'ont pas respecté les attendus de l'exercice. Malgré tout, l'attention des futurs candidats est attirée sur l'importance de cet aspect du travail. La copie doit être parfaitement lisible, ce qui implique une copie propre, une écriture soignée, un style clair. Toujours dangereux de contraindre le lecteur à déchiffrer le texte. Ouais. On ne peut qu'insister sur ce point-là en tant que correcteur. Et la note doit obligatoirement être structurée autour d'un plan dont les intitulés sont apparents. Bon, là au moins c'est clair. Pour une note, en général, oui, on attend un plan apparent. Les parties et sous-parties doivent être cohérentes, repérables, équilibrées et consistantes. On évitera les intitulés trop longs. Les titres d'une partie ne doivent pas occuper un paragraphe entier. Clairement, 2 lignes, 2-3 lignes maximum, mais 2 lignes c'est très bien. Les annonces de plans peuvent être utiles, mais elles ne doivent pas être trop longues ou trop répétitives, et certaines copies donnaient l'impression d'une succession d'annonces qui ne menaient nulle part. Enfin, il est important de bien réfléchir au plan sans nécessairement coller à l'énoncé du sujet. Trop de copies ont cru trouver un plan dans l'invitation à mettre en évidence le raisonnement du juge en lien avec la question de l'accès au service public, ce qui a abouti à une première partie sur le raisonnement du juge et une seconde sur l'accès au service public. Ce plan n'était pas convaincant dès lors qu'il était en réalité constamment question de ces deux aspects tout au long de la copie. Bon voilà. Surtout des sujets de plan, etc. Donc voilà, faites bien attention à ces questions. Et puis voilà, bon, c'est une épreuve à laquelle il faut bien s'entraîner, comme toutes les épreuves. Et puis surtout se poser la question de comment on organise bien ses idées. Et surtout ne pas être mangé par le temps, bien finir sa copie, c'est super important. Enfin, dernière épreuve, donc, qui était l'épreuve de cas pratique. Alors, je vais me consacrer uniquement au cas pratique en droit administratif, parce que bon, c'est l'épreuve sur laquelle je peux vous donner des éléments. Et puis, c'est l'option en général qui est la plus choisie. Comme le note le jury, composé d'Anne-Laure, Madame Anne-Laure Girard, donc qui est agrégée de droit public. Donc plutôt un profil universitaire donc. Je regarde le sujet qui était proposé. Alors souvent ça tourne autour des mêmes thèmes pour cette épreuve. Alors il me semble que pour le Sénat c'est pas tout à fait la même épreuve, mais souvent c'est police administrative, fonction publique, recours, et puis on est déjà bien responsabilité aussi, contrat parfois. Mais bon, j'ai pas l'épreuve sous les yeux, c'est pas grave. Attendez, peut-être que je vais parvenir plutôt à vous retrouver ça. Ah, voilà. Silver, encore lui, toujours lui. Suppression de la subvention.
euh, contester devant le juge, donc recours, les actions à introduire, recours encore une fois, et risque d'une mesure de dissolution. Ok, bon, écoutez, c'est du très attendu. Et pour le Sénat, en revanche, c'est rédaction d'une note de synthèse et de proposition. Ah oui, donc pour le Sénat, en fait, vous n'avez pas cette épreuve de cas pratique. Ok. Bon, on va juste lire rapidement ce rapport. Avec une mise en situation et où vous êtes invité à répondre à la consultation adressée par un militant associatif. Donc 4 grandes questions. L'objectif était double. Tester les connaissances sur des points divers du programme. Régime du contentieux des actes de l'administration, notamment les actes de droit souple. L'action publique locale, notamment le régime des subventions. Régime de la police administrative, la responsabilité. Bon. Ok, bah écoutez, ça c'est des choses qui, pour ceux qui prépareront l'Assemblée nationale pour plus tard, bah, ce sera utile pour vous. C'est des pans du programme à bien connaître. Voilà, faites-vous des révisions spécifiques sur ces points. Et il s'agissait ensuite de vérifier la capacité des candidats à construire un raisonnement juridique par l'actu, soit des pratiques réelles illustrées, en leur soumettant soit des pratiques réelles illustrées par l'actualité. Je vais prendre un petit coup d'eau parce que je commence à baragouiner. L'opposition du préfet de la Vienne au subventionnement d'un festival accueillant des ateliers perçus comme une initiation à la désobéissance civile, ok, soit des hypothèses rendant plausible au regard de certains contentieux récents. Bon, ok. Écoutez, moi pour cette épreuve, ce que je peux vous recommander, c'est simplement de mettre en évidence que vous savez raisonner. Bon, il faut bien entendu mettre en évidence vos connaissances, mais le principal élément, c'est vraiment de montrer que vous raisonnez. Même si vous n'avez pas toutes les connaissances, essayez au moins de raisonner par analogie, etc. C'est quelque chose d'assez important de montrer que vous êtes un technicien, un praticien, et que vous savez conforter des faits, donc les qualifier juridiquement à une réalité juridique, donc, et proposer une solution. Enfin, c'est vraiment le cœur de cet exercice de cas pratique. La question de la dissolution des associations a été bien traitée. Donc, ah ouais, tout le monde a restitué le même corrigé. Bon. Au sujet des autres questions, les correcteurs déplorent des connaissances parfois inexactes et souvent approximatives. Certaines confusions sont récurrentes. Décision préalable, recours administratif préalable obligatoire, mesures de police, sanctions administratives, faites super attention. Poids du critère organique est surestimé, alors que le critère de la personnalité publique ne suffit ni à caractériser l'existence de travaux publics, ni à qualifier un bien de dépendance du domaine public. Okay. Les correcteurs ont aussi été étonnés de la maîtrise très approximative de la décision JISTI du Conseil d'État et de l'embarras des candidats pour en faire une application concrète. Plus largement, les candidats, sans doute troublés par les évolutions contemporaines du contentieux administratif, ne maîtrisent plus du tout la distinction des contentieux. Ils recherchent le préjudice causé par un acte dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Oui, c'est plutôt de la responsabilité tout ça. Et mobilisent dans le cadre d'un recours indemnitaire au titre des causes juridiques, la légalité interne et la légalité externe. Faites bien attention. Le REP, c'est pas du recours indemnitaire. Faites super attention à ça. Mais ça, c'est des questions de connaissance. Hein. Je peux rien vous dire de plus. Et dans un grand nombre de copies... Ah non, enfin, la question de la réparation du préjudice moral d'une personne morale a particulièrement dérouté des candidats. Dans un grand nombre de copies, cette question a été l'occasion de plaquer des connaissances non pertinentes sur le préjudice d'anxiété. Les correcteurs invitent donc les candidats à se détacher des corrigés des entraînements dont ils ont pu bénéficier et qui ne révèlent en rien leur aptitude personnelle à la réflexion et à l'argumentation. Bah écoutez, je pense que c'est une excellente manière de résumer un petit peu le message que je veux vous diffuser à travers cet audio. Voilà,
c'est bien d'avoir des corrigés en tête, etc. Mais à la fin des fins, ce qui comptera, c'est vraiment vos connaissances personnelles et comment vous les adaptez. Ne faites pas du plat réchauffé, faites vraiment du goût humain, montrer que vous êtes un bon cuisinier, une bonne cuisinière, pour pouvoir vous distinguer du reste. Et plus que tout autre reproche, les candidats encourent celui de ne pas lire correctement l'énoncé. Ouais. Les correcteurs ont ainsi tous été frappés par l'inattention manifeste dans les copies. Cette année, nombre de candidats ont ainsi exploré la réparation du préjudice moral du militant plutôt que celui de son association. Surtout, très peu de copies ont cherché à répondre véritablement à la question portant sur la suppression d'une subvention, question du retrait d'une décision conditionnelle notamment. En raison de leur inattention, les candidats diffusent une vision dangereuse du droit administratif. Soutenir en effet que la meilleure solution juridique est d'interdire un festival lorsque le seul intitulé de celui-ci déplaît à un préfet n'a pas semblé au correcteur l'expression d'un grand libéralisme. Bah écoutez, pour le coup, il est pas mal ce rapport du jury, j'aime bien. C'est assez marrant. Je trouve que Madame Anne-Laure Girard a beaucoup de qualité dans sa rédaction de ce rapport de jury. Et écoutez, nourrissez-vous de ces différents rapports de jury. C'est vrai que j'ai... Bon, toute proportion gardée, hein, je me tape pas une barre non plus, mais c'est quand même assez drôle. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est bon courage pour cette épreuve, ces épreuves à venir au Sénat. Et pour ceux qui passent admin adjoint de l'Assemblée nationale, vous aurez une semaine complète à venir. Donc, écoutez, bon courage, continuez de bien vous entraîner. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur la copie de droit constitutionnel. Je pense que ça pourra vous aider sur la méthode. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mon adresse mail est en dessous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me relancer parce que des fois, je vous réponds, mais vous ne recevez pas mes réponses. Mais je réponds systématiquement de manière générale, sauf si ça arrive en spam. Et voilà, relancez-moi si je ne réponds pas. Des fois, il y a des problèmes de mail, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça arrive dans vos spams ou quoi. En tout cas, encore un grand merci à vous pour votre attention, votre écoute. Bon courage dans votre préparation. Et puis,